Beaucoup. Je voudrais dire quand même une chose. Je suis vraiment, moi, personnellement, passionné et très heureux. Je ne crois pas qu'il y ait beaucoup d'endroits en France où on puisse avoir cette qualité d'échange en toute franchise, où on puisse essayer de connaître et comprendre ce que disent les communistes d'autres pays. Il y a un problème, c'est là. Où on puisse prendre connaissance, essayer de comprendre ce que disent les communistes d'autres pays, qui nous parlent en toute sincérité, en toute franchise. On voit bien qu'on n'a pas forcément toujours le même point de vue, que le débat il est ouvert, mais qu'il se tient dans le respect de tous, et surtout pour nous dans une grande modestie devant nos propres difficultés et insuffisances. Donc je voudrais vraiment remercier encore beaucoup nos invités. Je voudrais ajouter un petit complément à ce qu'a dit notre camarade chinois. Il y a 3 ans, la délégation précédente du CCTB nous avait donné un exemple qui était assez illustratif. Il parlait des grèves dans les usines automobiles dans le sud-est de la Chine, en 2010 je crois, ou 2011, des grèves ouvrières dans les usines automobiles, principalement des entreprises occidentales, américaines et européennes. Et ces grèves portaient notamment sur une revendication de droit du travail que nous connaissions bien en France, le CDI. Et ce sont les chambres de commerce occidentales qui protestaient parce que l'État chinois a forcé en gros à des négociations et qu'il y a une loi chinoise qui a imposé de meilleures conditions au CDI, et ce sont les entreprises occidentales qui le refusaient en Chine. Et le camarade chinois nous disait, les ouvriers chinois connaissent le capitalisme. Il y a un côté un peu amusant dans l'affaire, et il disait peut-être justement que c'était une situation différente de celle de l'URSS, où il y avait peut-être justement une illusion terrible sur le capitalisme. Ouais, je voulais redire ça parce que ça nous m'avait beaucoup frappé il y a 3 ans dans ce que nous avaient dit nos camarades chinois. Alors, sur la restauration du capitalisme dans l'Union soviétique, maintenant la Russie, il faut peut-être tirer quelques leçons. C'est surtout sur le rôle du parti du gouvernement. Parce qu'actuellement, à la tête de Russie se trouve Poutine. Or, Poutine, il vient du KGB, qui était le descendant de la Tchéka. Et Poutine se dit un ancien tchéquiste. Et les tchéquistes, généralement, ils devaient défendre la révolution. Sur le rôle aussi où l'affaiblissement de la démocratie socialiste, et non pas la démocratie bourgeoise, j'insiste bien sur la démocratie socialiste. Sur le rôle aussi, dans les usines soviétiques, le rôle du syndicat. Parce que le syndicat doit défendre les travailleurs. Or, c'est une discussion qu'on a chez nous habituellement dans nos réunions syndicales. Le rôle du syndicat dans des gouvernements qui nous sont les plus favorables, les municipalités qui sont les plus favorables à nous, aux travailleurs, le syndicat doit quand même jouer son rôle de défendre les syndicats au plus près de l'entreprise. Aussi le rôle qu'a joué le schisme sino-soviétique, qui était une défaite pour le mouvement ouvrier international. Voilà. Alors c'est toutes les leçons qu'on peut en tirer. Et des questions aux camarades chinois. Le rôle qu'a actuellement la Chine, les relations qu'elle a avec la République démocratique de Corée du Nord, puisque au dernier Conseil de sécurité, la Chine a voté des sanctions imposées par les États-Unis. Et tout à l'heure, on parlait aussi de l'affrontement impérialiste, et l'affrontement de la Chine face à l'impérialisme des États-Unis. Je me rappelle, si mes souvenirs sont bons, pendant la guerre de Yougoslavie, il y a un missile qui est tombé malencontreusement sur l'ambassade de Chine, tiré par les États-Unis. Alors, malencontreusement, n'était-ce pas un avertissement quand même? Moi, voilà, j'ai une autre vue du socialisme que ce qui a pu être exprimé ici. Je ne pense pas que le socialisme, pour moi, ce soit d'être le meilleur au niveau économique mondial. Je ne pense pas du tout ça. Je pense que le socialisme, pour moi, c'est le bonheur des peuples. Et le bonheur des peuples, c'est de pouvoir que tous les peuples
puissent pouvoir vivre dignement, normalement, dans leur pays. Je ne pense pas que ce soit quelque chose, un peuple qui puisse dominer un autre. Je suis, moi, tout à fait opposé à ça. Je pense que chaque peuple doit pouvoir vivre sa vie telle qu'il le pense, telle qu'il l'organise. Et je pense que le socialisme, ça doit être ça. C'est permettre à tout le monde, chacun où il est, où il vit dans le monde, de pouvoir vivre en fonction de son pays, de ses coutumes, de ses habitudes. Je ne suis pas forcément d'accord avec ce qui a été développé pour que, économiquement, on domine le monde. Je dirais que je ne suis pas d'accord avec ça. Et j'ai un autre souci aussi par rapport à la Corée du Nord. Je ne suis pas d'accord pour dire que c'est quelque chose qui doit être mis en avant. Personnellement, de ce que je connais, de ce que l'on nous dit, je suis d'accord pour faire une part des choses au niveau du médiatique, mais franchement, le système de Corée du Nord, tel qu'on l'assimile au socialisme, moi je suis très sceptique là-dessus, personnellement. Donc voilà, je voulais dire ça, je voulais m'exprimer un peu avant que vous ayez parlé, mais bon, je le fais après. Hein. Je pense qu'on doit réfléchir à tout ça. Pour moi, enfin, on parle du système socialiste, j'aimerais mieux qu'on parle du communisme, hein, je pense, même si c'est mais moi, je pense qu'il faut qu'on arrive à poser le communisme dans le monde comme quelque chose qui est une alternative au capitalisme. Je suis pour cette chose-là, parce que la société communiste, elle doit apporter le bonheur au peuple. Et je pense que c'est ça qu'il faut travailler essentiellement. Il y a des choses qui ne sont pas normales qui se passent en Chine, je pense, aujourd'hui, qui sont passées en Union soviétique aussi avant. Et je pense qu'il faut mettre tout ça sur la table si on veut pouvoir avancer. Voilà, je voulais dire ça. Bien, la lutte des classes est une théorie qui explique que les enjeux et les tensions dans une société divisée entre les classes sociales, chacune luttant contre sa situation qui est sociale et économique. Ce concept est aperçu au XIXe siècle chez les historiens libéraux, d'accord, français de la Restauration, François Guizot, l'initiateur, Augustin Thierry, Adolphe Thiers et François-Auguste Mignet, auquel Karl Marx l'a emprunté. La lutte des classes est un concept majeur de la philosophie politique marxiste qui cherche à rendre compte des enjeux historiques et des tensions économiques au sein d'une société divisée en classes sociales antagonistes pour Karl Marx et Friedrich Engels qui ont assuré la diffusion internationale de cette notion de la lutte des classes. Oui, excusez-moi, j'avais une question à poser concernant justement la question coréenne, et du coup la question de l'impérialisme américain d'une part, et puis après occidental de l'OTAN, dans toute la région asiatique. Je me pose des questions parce que j'ai vu récemment qu'il y avait eu une participation de la République populaire de Chine au vote des sanctions contre la Corée du Nord. Et dans le cadre où ce pays, quoi qu'on puisse en dire, et avec toutes les critiques qu'on peut porter à la Corée du Nord dans son organisation sociale et politique, que je rejoins pour une grande partie, je me pose la question de la pertinence du vote de ces sanctions dans le cadre d'un pays qui est encerclé par les impérialistes, qui est encerclé par les Américains d'une part, par d'autres puissances qui lui sont hostiles, et que, eh bien, en fait, ce pays n'a aujourd'hui aucun soutien.
il y a une avancée des impérialistes dans la région, et ce pays qui, quelque part, représente en tout cas une forme de résistance à l'impérialisme américain, qui a son pays qui est aujourd'hui coupé en deux à cause de l'impérialisme américain, et parce qu'il y a 50 bases américaines en Corée du Sud, et parce qu'il y a des milliers de soldats américains qui sont en permanence en Corée du Sud, voter des sanctions, accepter des sanctions vis-à-vis de la Corée du Nord, est-ce pas, quelque part, peut-être par mégarde, empêcher à ce pays-là de trouver sa voie propre et de trouver une solution qui ne peut être que la solution décidée uniquement par le peuple coréen, qui subit, à mon avis, depuis bien trop d'années, les ingérences et les décisions qui lui sont imposées par des pays étrangers. Merci. Oui, moi j'ai une question plus par rapport à l'implication du Parti communiste de Chine vis-à-vis du mouvement communiste international depuis 91. Comme on le sait tous, depuis 91, le mouvement communiste international s'est littéralement, s'est effondré, et du coup il est depuis en phase de reconstruction patiente et lente aussi, notamment avec le travail extraordinaire par exemple que peuvent mener les communistes grecs du KKE, avec d'autres partis communistes bien sûr, mais un travail du coup d'élévation du niveau de conscience des communistes, mais aussi du coup du niveau d'organisation des partis communistes dans le monde. Bon, je voudrais savoir du coup quel est le rôle, s'il y a un rôle, des communistes chinois vis-à-vis du mouvement communiste international. Pour donner un exemple concret, participe-t-il aux rencontres, aux meetings communistes internationaux qui sont organisés, je crois, chaque année dans différents pays du monde? Participe-t-il à la Fédération syndicale mondiale, par exemple, via leurs syndicats, via les syndicats qui peuvent exister en Chine? S'oppose-t-il parfois, comme en Grèce, avec des syndicats ouvriers comme le PAME? Et si oui, comment font-ils pour gérer ces contradictions-là? Et surtout, plus important, que font-ils pour aider les partis communistes, et je inclus aussi les partis communistes d'Europe occidentale, pour, c'est pas évidemment d'un point de vue forcément matériel, mais c'est d'un point de vue, je veux dire, de force, de dynamisme. Est-ce qu'en clair, est-ce que les communistes chinois participent-ils à la reconstruction du mouvement communiste aujourd'hui dans le monde? Oui, si vous permettez, je voudrais, puisqu'il n'y a pas nos camarades cubains, je voudrais apporter un témoignage de la manière dont nous, communistes français, nous avons tendance, malheureusement, à donner des leçons au lieu d'apporter une solidarité, quelquefois. Et j'en parle d'autant plus, j'étais membre du comité central et puis du comité national du Parti communiste français. Je n'avais pas la moindre doute quand je suis parti à Cuba et que j'ai atterri en pleine période spéciale. J'ai vu une situation terrible. J'ai vu une situation avec des femmes qui n'avaient plus de quoi. C'est un des peuples les plus propres du monde. Il n'y avait pas un petit morceau de savon pour nettoyer les enfants. Ils vivaient dans des conditions d'héroïsme. Je me souviendrai toujours de pommes de terre avec une cuillerée d'huile à café dessus au four. J'ai jamais mangé d'aussi bonnes pommes de terre de ma vie. C'était un luxe. Ces gens-là ont tenu dans des conditions extraordinaires. Et nous, qu'est-ce qu'on a fait, nous, communistes français? J'ai découvert à quel point nous étions des donneurs de leçons. Ça m'a écœuré. C'est-à-dire qu'au moment même où ces gens étaient héroïques, nous avions dans l'Humanité des articles sur les prostituées cubaines de Régine de Forges. Nous avions continuellement un art de juger. Eh bien, j'étais comme eux. Je vous dis la vérité, je suis arrivé, je donnais des conseils aux camarades cubains. J'étais persuadé que les camarades soviétiques avaient failli. Je pensais qu'ils avaient, que tout était de leur faute, ils avaient failli, etc. Et je continuais à donner des leçons. Et puis peu à peu, j'ai découvert ce qu'était la lutte dans le tiers-monde, la lutte partout, et j'ai commencé à changer complètement de vision. C'est-à-dire que je me suis dit peut-être que ces gens-là sont en train de mener un des combats les plus héroïques qui soient. Et je vous avoue que j'ai appris le respect. J'ai appris à me dire que je n'avais pas de leçon à donner aux autres. Que moi, quand j'en arrive à être 1 ou 2%, que j'ai coulé un des plus grands partis, un des partis les plus forts du monde, qui était respecté partout, et que je n'ai réussi en quelques années qu'à le couler,
et à avoir un parti qui n'a pas réussi encore que c'est pas un des pires. Et heureusement, il y a ce qui se passe ici et partout. Eh bien, j'ai appris à devenir un peu plus modeste et à me dire, bon, on est tous dans le même bateau, on va tous essayer d'avancer ensemble, on va apprendre des choses les uns des autres. Et je remercie les camarades ici qui ont la modestie et l'intelligence de nous mettre tous en relation et d'arrêter que les Français aient cette mentalité colonisatrice qu'ils continuent à porter, y compris dans le communisme, c'est-à-dire d'aller donner des leçons au reste de l'humanité. Une autre main, on va prendre Hervé là-bas. Oui, merci beaucoup pour cette dernière intervention, Daniel. Et puis merci aussi à cette démonstration, je crois, de la puissance du socialisme, de la puissance du communisme hier, aujourd'hui et demain. J'ai été sensible au concept d'homme nouveau qui a été prononcé par Tatiana tout à l'heure. Je suis allé à Moscou il y a 1 an et demi à peu près. Je n'étais pas allé auparavant, pensant avoir le temps, pensant que l'Union soviétique était éternelle, et donc je m'étais trompé. Mais lorsque je suis allé à Moscou il y a 1 an et demi, j'ai recueilli des témoignages des personnes qui avaient connu donc l'Union soviétique dans les années 70. Et j'ai perçu combien donc la puissance de la révolution 1917 avait été forte et se sentait encore. Et dans ces témoignages, comment une autre civilisation avait été en marche, était en train de se construire, était déjà construite avec une base solide en Union soviétique à l'époque, avec donc des nouveaux rapports sociaux, enfin qui n'avaient plus rien à voir avec les rapports sociaux des pays capitalistes. Et c'est là où je crois que le concept d'homme nouveau est intéressant. Comment nous sommes des acteurs, des agents, des effets, des produits, des rapports sociaux, économiques. J'ai beaucoup travaillé aussi depuis 2010 avec la République de Cuba, notamment d'un point de vue médical. Et là aussi, le concept d'homme nouveau était dans les faits. El Hombre Nuevo, des chansons ont été faites là-dessus. Alors, en ce qui concerne la Chine, je crois que c'est vraiment tout à fait fondamental qu'il y a la puissance, bien sûr, du socialisme, là, au niveau international, est extrêmement importante dans la lutte contre l'impérialisme américain. Ma question serait de poser, finalement, là on a vu tout le développement économique, c'est-à-dire ce développement économique, bien sûr, fait une puissance mondiale contre l'impérialisme américain. Mais donc là, j'ai une question relativement naïve, je suis ignorant du contexte chinois de l'intérieur dans tous les cas, savoir comment l'introduction d'un certain capitalisme paraît nécessaire agit sur les mentalités. Est-ce que dans les camarades chinois, il y a un concept d'homme nouveau, un concept où les rapports sociaux de production ont une influence sur les mentalités et les pratiques humaines?